Le climat scolaire, c'est d'abord quelque chose d'éminemment subjectif. C'est-à-dire que c'est le point de vue que les adultes, en général, toute l'équipe éducative, mais aussi les parents d'élèves, et les élèves, bien entendu, ont sur différentes dimensions de la vie dans un établissement. Essentiellement d'abord les relations humaines, bien sûr, les relations entre les professeurs et les élèves, par exemple, mais aussi les élèves entre eux, mais aussi les élèves vis-à-vis des professeurs ou vis-à-vis des parents. Mais ça concerne aussi des dimensions qui touchent, par exemple, au vécu de l'architecture scolaire, qui touchent à la manière dont un emploi du temps est perçu comme étant plus ou moins fatigant, plus ou moins adapté, etc. Donc c'est l'ensemble des dimensions de la vie de l'établissement, des relations humaines intérieures qui sont concernées. Alors, il ne faut pas confondre climat scolaire et sécurité à l'école. Effectivement, la sécurité à l'école est une des composantes du climat scolaire et on sait que le climat scolaire, les relations en particulier élèves-professeurs, élèves-parents et parents-enseignants, mais aussi les relations à l'intérieur de l'équipe éducative, c'est-à-dire la présence ou non de conflits qui sont bien régulés, la manière dont l'équipe est une vraie communauté éducative juste ou pas juste, ont un gros impact sur la sécurité. Par exemple, on sait que la manière dont un établissement est organisé a plus d'impact sur ce qu'on appelle la victimation, les agressions, si vous voulez, que des données qui peuvent être des données socio-économiques, par exemple, même si ces données socio-économiques, bien sûr, ont beaucoup d'impact. On essaye de trouver un certain nombre d'indicateurs qui vont être des indicateurs qui vont toucher au bien-être, qui vont toucher au sentiment de sécurité, qui vont toucher au vécu subjectif de la relation avec mon professeur, avec mon collègue, avec mon directeur, etc. Et il y a des éléments plus objectifs, je dirais également, qui vont toucher à, par exemple, le taux d'absentéisme. Par exemple, si on pourrait très bien utiliser les signalements, les arrêts maladie, par exemple, des enseignants, le taux de décrochage scolaire. On peut vraiment avoir beaucoup d'indicateurs. L'idée, bien sûr, c'est toujours de se dire qu'on choisit des indicateurs qui doivent être les plus précis possibles. Alors, moi, je suis personnellement persuadé qu'il faut aussi avoir des indicateurs qui tiennent vraiment compte de ce point de vue subjectif, c'est-à-dire interroger les élèves eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes sur ce qu'ils vivent pour vraiment réussir à faire le tour de la question. C'est pour ça que, je promeux beaucoup depuis des années les enquêtes dites de climat scolaire et de victimation, qui sont en train de devenir un standard d'ailleurs en France et qui sont beaucoup utilisées d'ailleurs dans certaines académies par les équipes mobiles de sécurité, à la demande des chefs d'établissement. Et c'est une de leurs manières de prendre vraiment le pouls d'un établissement d'une manière un petit peu large et donc avec une méthodologie qui soit un peu précise. Le premier facteur de risque, pour tout ce qui concerne les questions de violence à l'école, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas lié uniquement à la donne socio-économique, c'est pas lié uniquement, par exemple, à des facteurs qui seraient extérieurs à l'école, comme, je sais pas moi, la monoparentalité, le fait d'être dans une zone d'éducation prioritaire, etc. Ces facteurs-là sont évidemment importants. Mais tous les modèles statistiques qui ont été construits, je pense en particulier à ceux qui ont été construits par Dennis Gottfredson aux États-Unis, et c'est basé sur des enquêtes qui durent depuis le début des années 80, où il y a plus de 100 000 personnes interrogées tous les ans, donc ça commence à faire pas mal, et qui montre que le facteur numéro 1, c'est la manière dont les équipes sont stables. Première chose, c'est extrêmement important. Avec du coup des difficultés effectivement dans les zones urbaines sensibles. Pourquoi ? Parce que c'est là où les équipes sont les moins stables. Bon, c'est particulièrement vrai d'ailleurs en Île-de-France, où on sait que il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est leur premier poste, ils n'ont qu'une idée, c'est de retourner chez eux, ce qui paraît assez normal. Bon, mais c'est aussi la manière dont elles sont régulées. Une des choses qui m'étonne toujours dans les résultats des enquêtes de victimation que je peux faire auprès des personnels, dans le premier comme dans le second degré, c'est à quel point les conflits d'équipe sont majeurs. Il faut se rendre compte, par exemple, que dans la dernière enquête que j'ai pu faire, qui m'a permis d'interroger 22 000 personnes qui travaillent dans le second degré, que ce soit le principal, le proviseur ou même l'AED, par exemple, on se rend compte qu'il y en a 14% des personnels qui répondent, c'était en janvier, que depuis le début de l'année, ils se sentaient harcelés, dont 60% par des collègues ou par la hiérarchie. Bon. Comment voulez-vous travailler sur le sentiment d'appartenance à l'école des élèves s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance des adultes eux-mêmes à leur établissement scolaire et beaucoup plus loin, je dirais, à l'école de la République? Il y a beaucoup de choses au niveau de la justice scolaire. Bon, la première chose, c'est celle que je travaille personnellement, c'est véritablement, je dirais, tout ce qui concerne tout simplement la punition, les sanctions à l'école. Bon, c'est vrai que c'est considéré comme étant là aussi
le deuxième facteur de risque donc, sur les questions d'agression dans les écoles. En France, en gros, on a 30 à 40% des élèves qui trouvent que les punitions sont injustes. Ce qui est trop, mais en même temps, on va se dire peut-être que c'est lié à simplement une crise d'adolescence. C'est normal qu'ils trouvent ça injuste. On a pas envie de se faire punir, et on trouve de toute manière que les adultes sont tous des vieux imbéciles qui punissent des petits-enfants qui n'ont rien fait. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, à conditions socio-économiques égales, qu'on arrive à avoir des établissements où il y a 60 ou 70% des élèves qui trouvent que c'est injuste. Alors là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'il faut travailler. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que, mais systématiquement, depuis que je fais ce type d'enquête, on se rend compte que des punitions de type, par exemple, ligne à copier, vous savez, les pinceaux, je ne parlerai plus pendant que mon professeur parle, etc., sont encore donc données à des élèves. Bon. Or, c'est interdit depuis l'arrêté du 18 janvier 1895. Et je ne me trompe pas de siècle. Bon, donc là, on a un problème. Est-ce qu'on peut faire de la justice avec de la justice ? Est-ce qu'on peut faire du règlement avec quelque chose qui transgresse un règlement ? Donc il y a toutes ces questions qui portent aussi sur le fait que les punitions ne tombent pas toujours de manière égale ou inégale donc sur des élèves. Ça peut être lié aussi à une antipathie ressentie pour diverses raisons, mais aussi quelquefois au fait que les garçons, pour s'opposer un peu plus, pour se construire en tant que mâle un peu fort, vont être à la fois dans la surpunition, mais ils vont y trouver une certaine identité. Donc là, il y a beaucoup à travailler là-dessus. Bien sûr, la justice scolaire, c'est plein d'autres choses. Les processus d'orientation, les processus de notation sont extrêmement en jeu dans cette histoire, avec des choses qu'on dira peut-être, c'est pas de la justice scolaire, mais ça a à voir. Quand on voit les travaux de Pierre Merle sur l'élève humilié, par exemple, je pense qu'on est aussi là dans la question de la justice. Une idée essentielle à comprendre, c'est que la violence à l'école, ça n'est pas une violence qui massivement vient de l'extérieur. Les chiffres officiels qui viennent donc des signalements administratifs, comme les chiffres des enquêtes de victimation, que ce soit en France ou dans d'autres pays, montrent que c'est moins de 5% des phénomènes de violence graves, et c'est moins de 1% des phénomènes de violence banale qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu voir la violence venant des intrus qui envahissent l'école de la République, qu'il faut protéger avec des murs, de la vidéosurveillance et des gardiens à l'extérieur, en oubliant qu'en fait, l'essentiel de la violence, ce sont des élèves contre des élèves, quelquefois contre des professeurs, l'inverse pouvant exister aussi. Bon. Mais donc, c'est vraiment au cœur de la relation pédagogique. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, vouloir traiter les problèmes de violence, c'est bien vouloir les traiter en interne, d'où la très grande importance du climat scolaire. Mais de plus, cette violence, elle est très concentrée. Les enquêtes de victimation montrent que la violence, par exemple, qui est faite donc aux élèves, c'est une violence qui se concentre sur 10% des élèves, que ce soit dans le cycle élémentaire ou dans le second degré. Bon. 10% des élèves qui subissent donc ce que, dans le jargon scientifique, j'appelle des multivictimations hétérogènes répétées. Il faut comprendre ça, c'est qu'on ne comprend rien à la violence à l'école si on ne comprend pas qu'elle est d'abord une violence peut-être de faible intensité, mais répétée. Et que c'est cette répétition qui pose problème à la majorité donc, de ces enfants qui cumulent ces victimations, avec des conséquences qui sont des conséquences majeures, qu'on connaît très bien, en termes de santé mentale, entre autres, par exemple, mais aussi en termes de réussite scolaire. Bon.